Elle était réveillée par quelque chose, elle ne savait pas par quoi. Et puis elle a vu son père devant elle, un peu dans la pénombre comme ça, et son père lui a dit « Je viens te dire au revoir. Je pars maintenant, je t'aime. » Une demi-heure après, il y a le téléphone qui sonne et sa mère lui dit « Tu sais, je viens d'être informée par la police que papa a eu un accident. Il est décédé. » Et nous avons déjà actuellement la base de données la plus importante mondialement sur les contacts spontanés avec les défunts. On dirait que les défunts, ils ont énormément d'humour et beaucoup de créativité pour se manifester. Que disent les défunts? Ils disent « Je suis en vie. J'ai survécu à la mort de mon corps. Je suis en vie et je vais bien. » Tous ces phénomènes ne sont pas explicables et donc niés par les matérialistes, mais sont tout à fait logiques et sensés vus depuis une perspective post-matérialiste. Maintenant, soulignons que le post-matérialisme, c'est une hypothèse, mais le matérialisme, c'est aussi une hypothèse. À un moment donné, ça va basculer et puis la vision post-matérialiste va prendre le dessus et je pense que ça va arriver assez rapidement. Et là, ça change tout, parce que là, tous ces phénomènes sont expliqués, ne sont plus considérés comme paranormaux. Il faut normaliser ces expériences, ce sont des expériences normales. Bonjour Alban, bonjour tout le monde, je m'appelle Evelyne Elzézer, j'habite près de Genève, en Suisse. Ça fait beaucoup de décennies maintenant que je suis impliquée dans la recherche sur les expériences liées à la mort, notamment pendant beaucoup d'années sur les expériences de mort imminente. Notamment, j'ai coécrit avec Hennes Ring, qui est un peu le père de la recherche sur les EMI, un ouvrage qui s'appelle Lessons from the Light. Maintenant, depuis une bonne quinzaine d'années, j'ai changé un peu le focus de mes activités et j'ai commencé à faire de la recherche sur les contacts spontanés avec les défunts. Nous les avons appelés des VSCD, donc les vécus subjectifs de contact avec un défunt. Cette expression a été forgée en fait par Stéphane Alix et moi-même lors de la rédaction du manuel clinique des expériences extraordinaires qui a été publié par l'INRES. Nous avons voulu souligner le côté subjectif de l'expérience, d'où le terme de vécu subjectif de contact avec un défunt. Alors, que sont les VCD? En fait, un VCD se produit quand quelqu'un perçoit spontanément, de manière complètement inattendue, un défunt. Les VCD sont donc spontanés, sans aucune intention ni sollicitation de la part du récepteur, donc de la personne qui vit l'expérience, et ils sont directs, c'est-à-dire qu'ils se passent directement, apparemment, entre le défunt et la personne qui vit l'expérience, sans l'intervention d'un médium, de procédés comme la TCI, c'est la communication instrumentale, ou autres procédés. Donc ça se passe spontanément, ça se passe directement et apparemment ces contacts sont initiés par les défunts. Les récepteurs ne peuvent rien faire pour que ça se produise. Ça vient comme ça, ils ne s'y attendent pas. Souvent, des fois aussi, ils pensaient impossible d'avoir un contact avec un défunt. Peut-être ils avaient une vision un peu matérialiste de la réalité. Ils se sont dit, voilà, une fois qu'on est mort, on est mort et il n'y a plus rien. Et la conscience, elle s'éteint avec la mort physique. Et c'est intéressant de voir que les convictions préexistantes des récepteurs n'ont aucun impact sur la probabilité de vivre ou non un VCD. Donc quelqu'un qui est déjà convaincu qu'il y a une vie après la mort a la même probabilité de vivre un VCD que quelqu'un qui est convaincu qu'après la mort, tout est fini et que voilà, qu'il n'y a pas de contact possible entre les vivants et les morts. Ça montre donc que voilà, les convictions préexistantes n'ont aucun impact sur la survenue de ces expériences, qu'on ne peut pas les provoquer. Elles arrivent, on ne sait pas comment, on ne sait pas par quel procédé c'est possible que les défunts contactent les vivants, mais c'est ça que les gens vivent, c'est comme ça que ça se passe.
Pouvez-vous nous parler de votre projet de recherche? Aujourd'hui, depuis 2018, en fait, nous sommes en train de conduire un projet de recherche de longue durée avec mes collègues de l'Université de Northampton. Donc sur les VCD, le titre de ce projet de recherche est l'investigation de la phénoménologie et de l'impact des contacts spontanés avec un défunt. Nous avons donc commencé une enquête très approfondie avec mes collègues que je vais vous présenter. C'est le professeur Chris Rowe, le professeur associé Callum Cooper. Nous avons une assistante de recherche, Sophie Morrison. Ils sont tous donc de l'Université de Northampton en Angleterre. Et David Lorimer du Scientific and Medical Network. Donc nous avons décidé en 2018 de faire une demande de subvention que nous avons obtenue. Nous remercions la fondation qui nous a donné une subvention conséquente, qui nous a permis de commencer ce projet de recherche internationale d'envergure. Nous avons, comme je l'ai mentionné, commencé en 2018. Nous avons élaboré un questionnaire très détaillé avec 194 questions, ce qui est énorme. On s'est dit c'est peut-être un peu trop long pour les gens. Nous leur demandons peut-être un peu trop. Ça prend un peu 2 heures, à peu près 2 heures pour le remplir. Et nous avons donc lancé cette enquête, la première enquête en anglais, français, espagnol. Et à notre grande satisfaction, nous avons vu que 1004 personnes ont rempli le questionnaire et que très peu de personnes ont abandonné en cours de route. Donc, ils sont allés jusqu'au bout du questionnaire. Ça prend à peu près 2 heures pour le remplir. Ça nous a déjà montré que ces expériences sont importantes pour les gens qui les vivent et qu'ils apprécient de pouvoir en parler, de nous faire part de leur expérience, évidemment dans un contexte sécurisé, non jugeant, sachant qu'il n'est pas du tout facile pour les gens de parler de leur expérience. Des fois, le récit est très bien reçu et des fois, pas du tout. Donc, ce n'est pas si facile de partager ce vécu-là. Ensuite, donc, comme deuxième enquête, nous avons traduit le même questionnaire en allemand, avec évidemment les mêmes questions pour pouvoir comparer et puis aussi fusionner les données. Pour cette deuxième enquête en allemand, nous avons eu 235 réponses. Donc là, nous sommes bien au-delà des 1000 participants et nous avons déjà actuellement la base de données la plus importante mondialement sur les contacts spontanés avec les défunts. Actuellement, depuis septembre dernier, nous menons la même enquête, le même questionnaire en chinois. Là, ça nous intéresse beaucoup de voir s'il y a peut-être des différences culturelles, si peut-être l'interprétation de cette expérience est différente pour ces personnes qui sont dans une culture totalement différente de la nôtre. Et des enquêtes dans d'autres groupes linguistiques sont en préparation. Donc ce projet continue, il n'est pas limité dans le temps et nous sommes en train maintenant d'exploiter les données récoltées. Il y a 2 types d'analyse des données. Il y a une analyse quantitative qui est faite pour l'ensemble des données récoltées et une analyse qualitative, c'est-à-dire thématique, où nous nous concentrons sur un aspect en particulier de l'expérience. Et là, nous collaborons avec d'autres universités. Par exemple, nous avons fait un article avec Renaud Évrard et Marianne Delander de l'Université de Nancy. Là, nous avons porté notre attention plus particulièrement sur les VCD ressentis comme effrayants par les gens. C'est un petit pourcentage, il y a 12% de nos sondés qui ont eu peur de leur expérience. Soit pendant toute la durée, bon la durée est courte, mais soit pendant toute l'expérience, soit seulement au début. Et nous avons exploré quelles sont les raisons de ces peurs, qu'est-ce qui était effrayant pour eux. Voilà, donc c'est une enquête vraiment de très grande envergure qui nous donne énormément d'informations sur les VCD. Nous avons publié un bon nombre
d'articles qui ont paru dans des revues scientifiques, revues par les pairs, donc des revues scientifiques. Nous avons publié les résultats de la première enquête dans donc, les revues scientifiques que je viens de nommer, mais également dans un ouvrage qui s'appelle « Contact spontané avec les défunts ». Là, je présente tous les résultats, toutes les statistiques, illustrés par de très nombreux témoignages de nos participants, parce que c'est ça qui est le plus intéressant pour les gens, pour nous aussi, c'est vraiment le vécu des gens. D'ailleurs, ce livre a été traduit dans plusieurs langues. D'abord, il a paru en français, puis en allemand, en espagnol, en anglais. Et pour l'édition anglaise, il vient de gagner le prix du livre 2023 du Scientific and Medical Network. Donc, il y a vraiment maintenant de plus en plus d'intérêt pour les vécus spontanés avec les défunts, qui ont été étudiés de manière assez approfondie. Il y a une centaine d'années, il y avait un intérêt, et pour les expériences de mort imminente, et pour ce qu'ils appelaient les apparitions. Là, il y avait pas mal de recherches, et puis avec la montée du matérialisme, l'intérêt s'est un peu estompé, et finalement, après, il y avait très peu de recherches seulement sur les VSCD. Il y a une doctorante de l'Université du Texas qui a fait sa thèse de doctorat sur les publications existantes sur les VSCD, et elle n'a trouvé pour une centaine d'années que 35 études. Donc ça veut dire que vraiment l'intérêt est retombé, il n'y avait plus de recherche, pratiquement plus de recherche sur les VSCD. Donc voilà, nous on a décidé de reprendre cette recherche-là. Parce que quand on pense aux EMI, les expériences de mort imminente, elles sont vraiment très très bien connues maintenant, parce que très bien recherchées. Il y a énormément de publications scientifiques d'excellent niveau. Il y a maintenant plus de 50 ans de recherche sur les EMI, donc ce phénomène est vraiment bien connu maintenant, bien recherché, et ce n'est pas du tout le cas encore pour les VSCD, donc dont notre intérêt vraiment de porter maintenant notre travail sur les VSCD, c'est ce que nous sommes en train de faire, et je vois que le public s'intéresse à ces contacts. Pourquoi? Parce qu'ils sont très courants. Les gens vivent ces expériences au quotidien. La recherche nous dit qu'il y a entre 50 et 60% des gens qui vivent spontanément un ou plusieurs VSCD au cours de leur existence. C'est quelque chose de tout à fait courant, normal, il n'y a rien de pathologique, ce qui est des fois encore un peu l'idée surtout des gens qui ont une vision un peu matérialiste de la réalité. Ils disent non, c'est impossible, ça ne peut pas se produire. Ce sont des perceptions erronées, ce sont des illusions, voire des hallucinations. Mais non, les gens vivent ces expériences tous les jours. Il y a des gens qui vivent ça. Ils en parlent pas. Évidemment, ça dépend des personnes. Souvent, ils le gardent quand même pour eux. J'ai quand même vu ça parce que je reçois beaucoup de courriers. Suite à la parution donc, de mon dernier ouvrage « Contact spontané avec les défunts », j'ai donné mon adresse email pour faire aussi une collecte de témoignages. Donc, j'en ai reçu énormément. Et très souvent, les gens me disent la même chose. Ils disent, voilà, j'ai vécu ça il y a une année, la semaine dernière, il y a 10 ans. Et c'est là, c'est présent dans mon esprit, comme si ça venait de se passer maintenant, parce que c'était vraiment important pour moi. C'était tellement beau, c'était tellement réconfortant. Mais j'ai beaucoup de peine à en parler parce que les gens ne me croient pas. Alors souvent ils disent aussi, je suis très content ou très contente d'apprendre maintenant via votre livre que c'est un phénomène connu. Souvent ils pensaient qu'ils étaient les seuls à l'avoir vécu, ils disent ça très souvent. Je pensais avoir été la seule ou le seul à avoir vécu ça. Ils sont contents de savoir que c'est donc reconnu en tant que phénomène qui fait l'objet d'une recherche scientifique et qu'ils ne sont pas les seuls à l'avoir vécu. Parce que des fois, ils disent, je pensais, peut-être j'avais un problème de santé mentale, j'avais peur, je savais que c'était réel, j'étais sûre que c'était réel. Et c'était tellement beau, c'était magnifique. Mais quand j'en parle, les gens ils me disent, oui, mais bien sûr, tu es en deuil, donc tu es déprimé, tu t'es imaginé. Alors c'est douloureux pour les gens, parce que pour eux c'est important. Ils aimeraient en parler avec leur entourage et souvent c'est mal reçu.
Donc parler d'un VCD est encore difficile, donc un de nos objectifs de notre projet de recherche, c'est de normaliser ces expériences qui sont tout simplement une expérience humaine courante, fréquente et très belle, qui fait partie d'autres expériences humaines. Et il faut arrêter aussi, je trouve vraiment, de les appeler des expériences extraordinaires ou paranormales ou même ésotériques. Non, ce sont simplement des expériences normales que nous, en tant qu'humains, nous avons la possibilité et la joie de vivre spontanément. Maintenant, j'ajoute, on a la possibilité de le vivre, mais on ne peut rien y faire pour que ça se produise. Alors, je reçois toujours des témoignages qui sont maintenant non plus dans la base de données de notre enquête, puisqu'elle est close en français, anglais, espagnol. Cette enquête-là est terminée. Maintenant, elle se poursuit donc en chinois. L'enquête allemande aussi est close. Mais dans une base de données séparée, je collecte les témoignages que les gens m'envoient directement par email, des fois par lettre, mais plus souvent par email. Et donc cette base de données finalement va aussi être transférée à l'université de Northampton et va, si vous voulez, rejoindre, pas être fusionnée, mais rejoindre la base de données que nous avons déjà de nos enquêtes. Donc oui, volontiers, vous pouvez m'écrire à mon adresse email qui apparaît sur l'écran. Je réponds à tout le monde toujours dans un délai court et je suis toujours ravie quand les gens m'écrivent pour me raconter leurs expériences. S'ils ont des questions, ils peuvent évidemment aussi me les poser. Quels sont les différents types de vécus subjectifs de contact avec des défunts ? Oui, alors bien sûr, il y a plusieurs types de VCD. Ils se produisent par 4 des 5 organes sensoriels. On peut avoir un VCD visuel, donc une apparition, un VCD olfactif. On peut sentir une odeur, une fragrance qui est caractéristique pour le défunt et qui nous informe immédiatement qu'il est présent. Ensuite, il y a les VCD tactiles. On peut se sentir touché par le défunt, par exemple sa main qui prend la nôtre, une caresse sur la joue, quelque chose de caractéristique de nouveau pour le défunt. Ensuite, il y a les VCD auditifs. On peut entendre le défunt, soit comme une voix externe, comme vous m'entendez parler, soit comme un message télépathique qui est mis en fait dans l'esprit du récepteur, mais ils insistent sur le fait que ce n'était pas une pensée, c'était bien quelque chose qui venait de la part du défunt. Très courants sont les VCD de ressenti d'une présence. Les récepteurs ne peuvent pas ni voir, ni entendre, ni sentir le défunt, mais ils savent qu'il est là. C'est une présence qui est ressentie. Pour eux, c'est évident. Ils savent quand le défunt arrive et quand il repart. Donc, quelque chose de très précis. Ils disent qu'ils peuvent aussi le situer dans l'espace. Ils disent, par exemple, ma sœur décédée était devant moi, un peu sur ma gauche. Ils peuvent les localiser. Comme s'il y avait une densité ou une énergie dans l'espace, mais qui n'est pas visible. Très courant aussi, en fait, c'est le type de VCD le plus courant dans notre enquête, sont les VCD pendant le sommeil, lors de l'endormissement ou au réveil. Mais il faut ajouter que 52% de nos sondés ont été réveillés par le contact. Alors, ils nous décrivent ça comme ça. Très souvent, ils étaient en train de rêver quand ils disent que le défunt a fait irruption dans le rêve et après le contact s'est établi. Donc ils disent que ça n'a rien à voir avec un rêve, c'est complètement différent, c'est beaucoup plus réel, c'est beaucoup plus cohérent, c'est beaucoup plus mémorable. C'était pas un rêve, mais ça s'est passé pendant que je dormais. Ou alors, les 52% de nos sondés qui ont dit ça a commencé quand je dormais, mais après le contact m'a réveillée et ensuite j'ai vu le défunt, je l'ai entendu, je l'ai senti, etc. J'ai senti un contact, etc. Donc voilà un peu les types de VCD. Un type de VCD très très intéressant, c'est le VCD au moment du décès. Là, le récepteur n'est pas encore en deuil parce qu'il n'est pas encore informé que cette personne vient de décéder. Ça peut se produire par exemple de nuit, parce que souvent les personnes meurent la nuit.
Par exemple, pour prendre un cas, un de nos cas, il y avait quelqu'un qui est en train de dormir. Elle était réveillée par quelque chose, elle ne savait pas par quoi. Et puis elle a vu son père devant elle, un peu dans la pénombre comme ça, et son père lui a dit « Je viens te dire au revoir. Je pars maintenant, je t'aime. » Et puis voilà, elle dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» L'apparition s'est estompée tout de suite. Une demi-heure après, il y a le téléphone qui sonne et sa mère lui dit « Tu sais, je viens d'être informée par la police que papa a eu un accident. Il est décédé. » Donc voilà, un VCD au moment du décès. C'est très intéressant parce que souvent, l'argument en fait contre les WC, c'est de dire que ce sont des phénomènes qui sont provoqués par le deuil. Les gens sont déprimés, sont désespérés, ils aimeraient à tout prix avoir un signe de leur être aimé défunt et s'imaginent d'avoir vécu ça. Mais on a pas mal de cas, et je vais y revenir tout à l'heure, où les personnes n'étaient pas en deuil ou pas encore en deuil. Et justement, les VCD au moment du décès, c'est ce genre de cas où la personne n'est pas en deuil parce qu'elle n'est pas encore informée. En fait, l'information inconnue, c'est le décès qu'il est appris par la personne elle-même qui vient de décéder. Il existe aussi les vécus subjectifs de contact avec des défunts où on constate des déplacements d'objets. Oui, alors ça c'est vraiment très très courant, déplacement d'objets, renversement d'objets, une photo du défunt qui tombe et qui se retrouve par terre, mais le verre n'est pas cassé, ce qui est bizarre. Tout type d'objets qui sont déplacés, qu'on cherche et qu'on retrouve à un endroit improbable où on sait qu'on ne les a pas mis et pourtant ils sont là. Je pense que les défunts, en admettant que c'est réellement eux qui provoquent ces manifestations, on dirait que les défunts, ils ont énormément d'humour et beaucoup de créativité pour se manifester. C'est incroyable les cas que nous avons récoltés. C'est une joie de lire toutes ces expériences parce que des fois, ils sont assez malicieux, les défunts. Ils attirent notre attention sur leur présence d'une manière qui, des fois, vraiment nous étonne. Donc, tout ce qui est déplacement d'objets, tout ce qui est bruit dans la nuit, voilà, c'est une manière qu'ils ont de dire « je suis là, j'ai fait un changement dans ton environnement physique et je sais que tu vas t'en apercevoir et tu vas comprendre que c'est bien moi qui ai occasionné ça ». Assez souvent aussi, c'est par exemple les téléviseurs qui se mettent en marche ou qui s'arrêtent. Et également les stéréos, enfin maintenant on dit plus stéréo, enfin les appareils de musique qui se mettent en marche et il y a une musique significative ou une chanson qui a un lien avec le défunt. Une chanson d'amour ou quelque chose comme ça qui a un sens, il y a une histoire commune entre le défunt et le récepteur qui est symbolisée par exemple par cette chanson-là. Très intéressant, il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, quelqu'un m'a décrit aussi un VCD, donc par une manifestation physique inexpliquée, la télévision qui s'est mise en marche, mais non seulement qui s'est mise en marche, mais il y avait une émission sur les EMI. Donc voilà, c'était intéressant. Donc oui, ce type de phénomène est très très courant. Aussi les photos. On a beaucoup maintenant de témoignages avec les Natel, les portables. Il y a des photos du défunt qui apparaissent, où il y a des messages du défunt qu'il avait envoyés et qui avaient par exemple été effacés et qui reviennent. Ou, je pense au cas d'un portable, d'un Natel qui avait plus de carte SIM. C'était le portable du défunt. Donc ça ne pouvait plus fonctionner et tout d'un coup il y avait un message de lui qui apparaissait. Des choses comme ça qui sont techniquement pas possibles et qui pourtant se produisent assez souvent. Des fois avec les ordinateurs c'est assez rare, c'est souvent avec les portables. Souvent on se fait sous forme de messages, SMS, WhatsApp, ce genre de messages ou des photos, ça c'est courant. Avez-vous des exemples de vécus subjectifs de contact avec des défunts qui ont retenu votre attention par leur côté humoristique ? C'est un peu difficile à dire parce qu'il faut comprendre que ça s'inscrit dans l'histoire entre le défunt et la personne qui fait l'expérience. Donc ça fait sens souvent que pour eux. Alors pour eux,
c'est très humoristique ou pour eux c'est très émouvant ou c'est très significatif. Pour nous, bien sûr, c'est aussi intéressant, mais vraiment le sens, la profondeur du message, les émotions qui sont associées à ce contact-là ne peuvent être ressenties que par le récepteur, la personne qui fait l'expérience, parce que c'est vraiment quelque chose de très intime, c'est vraiment l'expression d'une relation qui existait, qui continue à exister. C'est ça qui est important, de bien comprendre que le lien, il est toujours là. Et c'est ça, c'est pour ça que ces expériences sont tellement belles. Donc, humoristique, il y en a beaucoup, je n'ai pas maintenant d'exemples concrets, mais c'est vraiment pour les gens. Pour les gens, c'est très important. Ça peut être un oiseau qui revient tous les matins chanter sur le rebord de la fenêtre. C'est ce qu'on appelle les VCD symboliques. Bon, pour l'entourage, ce n'est pas très significatif, et peut-être pour la recherche non plus, mais pour la personne, oui. Pour les personnes, c'est une petite visite matinale de son être cher décédé, c'est important. Mais là, les VCD symboliques, on ne va pas dire que ce sont vraiment des expériences probantes, des contacts probants, mais il y en a beaucoup d'autres qui le sont. Mais voilà, ce qui est important dans les VCD, c'est la continuité du lien. On pense que quand quelqu'un est décédé, c'est fini, il n'y a plus de contact, il n'y a plus de communication possible. Non, les VCD nous disent que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Le lien, il continue, puisque bien sûr, dans une vision post-matérialiste, et peut-être qu'on va en dire 2 ou 3 mots tout à l'heure, dans une vision post-matérialiste, la conscience survit à la mort du corps. Donc la conscience, elle est encore là, la personne, elle existe encore. C'est d'ailleurs ce que les défunts nous communiquent dans leurs messages. Je vais y revenir tout de suite. Quels sont les vécus subjectifs de contact avec des défunts qui sont les plus probants? Il existe plusieurs types de VCD qui sont considérés comme probants par la recherche. D'abord, je citerai peut-être en premier, c'est les informations préalablement inconnues qui sont communiquées lors d'un message. 24% de nos sondés ont perçu une information qu'ils ne connaissaient pas. Ça peut être plusieurs types d'informations. Très souvent, c'est l'annonce du décès d'un proche. Bien sûr, c'est triste, c'est une annonce triste d'apprendre que quelqu'un dans son entourage va mourir, mais en même temps, ça donne aussi un peu l'impression au récepteur que voilà, il y a une cohérence, il y a un sens, si ça se passe et que ça devait se passer et qu'il y aura peut-être quelqu'un qui est là, peut-être pour accueillir le défunt, qui ne vont pas être tout seuls, que tout ça c'est prévu, que tout ça s'inscrit dans dans une conception un peu plus large qui nous dépasse, voilà, qui a un sens à tout ça. Alors voilà, l'annonce d'un décès courant, mais aussi des annonces plus joyeuses. Là, je pense par exemple au cas d'un homme qui a appris pendant un VCD, pendant le sommeil, de la part de son père décédé, que sa fille était enceinte. Personne ne le savait, la future maman ne le savait pas. D'ailleurs, elle n'avait pas prévu d'avoir d'autres enfants, donc c'était une surprise. Voilà, ça peut aussi être une annonce joyeuse, comme ça peut être une annonce plus triste du décès de quelqu'un qu'on connaît. Très intéressant, très probant aussi sont les VCD partagés. Il y a à peu près un tiers de nos sondés qui ont vécu un contact en même temps qu'une autre personne présente au même endroit, au même moment. C'est assez rare, c'est d'ailleurs, ça confirme, nos résultats confirment ce qui était déjà indiqué dans la littérature, que c'est rare les VCD partagés. C'est relativement rare. Soit la personne est seule au moment du contact, soit elle est avec d'autres personnes, mais les autres personnes ne peuvent pas percevoir le défunt. Et de temps en temps, une autre personne présente peut aussi le percevoir et vivre le même type de contact. Alors, très intéressant aussi, je pense à un cas de notre collection de données, voilà. C'était le père et son fils pour la mère qui venait de décéder. Donc, ça a commencé pendant le sommeil, mais après, pour les deux, c'était pareil. Ça a commencé pendant le sommeil, ils sont réveillés, ils ont perçu la maman décédée. Chacun était dans sa chambre, le père et le fils. Et ils ont eu la visite de la maman décédée la même nuit, plus ou moins au même moment. Donc, si vous voulez, c'est pas
réellement un VCD partagé parce qu'ils n'étaient pas présents dans le même lieu en même temps, mais la visite, d'après leur témoignage, s'est passée dans la même nuit pour les deux, dans la même maison, je veux dire, pas dans la même pièce. Donc ce genre de VCD sont aussi probants, parce qu'évidemment, ça renforce l'impression de réalité. Bon, les récepteurs n'ont pas besoin qu'une deuxième personne vive le même phénomène parce qu'ils savent que c'est réel. Pour eux, il n'y a aucun doute, ça s'est passé. Le défunt s'est mis en contact avec eux, ils en ont persuadé. Mais bon, voilà. Pour la recherche, c'est un peu plus probant si plusieurs personnes perçoivent le défunt en même temps. Ensuite, bien sûr, les VCD au moment du décès, je viens d'en parler, quand la personne n'est pas encore en deuil, et c'est une information inconnue, donc le décès de cette personne-là, parce que c'est le fraîchement défunt, si je peux dire, qui leur annonce lui-même son décès. Ensuite, aussi très intéressant, 12% de nos sondés ont perçu un défunt qu'ils ne connaissaient pas. Bien sûr, on n'est pas en deuil d'un inconnu, donc là, de nouveau, l'argument du chagrin du deuil n'est pas valable dans ce cas de figure-là. Ces expériences sont un peu moins réjouissantes que les VCD avec un défunt qu'on a aimé, qu'on a connu, avec qui on avait un lien de tendresse, d'affection. Là, avec un défunt, c'est pas la même chose, c'est un peu oppressant, ça peut être un peu effrayant. Souvent aussi, les récepteurs se posent la question, mais pourquoi il s'est manifesté à moi? Est-ce qu'il a besoin de quelque chose? Est-ce que je suis censée faire quelque chose? Mais quoi? C'est pas si agréable que ça, et voilà. C'est quand même arrivé à 12% de nos sondés d'avoir perçu un défunt qu'ils ne connaissaient pas, qui des fois semblait un peu en détresse, mais pas toujours. Des fois, ils étaient souriants, des fois, voilà. Mais ils ne comprennent pas le sens de ce contact-là. Tandis que pour les personnes qui perçoivent quelqu'un qu'ils connaissent et qui leur est proche, évidemment, le sens de ce contact est évident parce que c'est extrêmement réconfortant pour eux. Alors, c'est peut-être l'occasion de parler un peu du type de message que nos participants ont perçu. Déjà, il y a un très grand pourcentage qui ont perçu un message personnalisé. On peut certes simplement percevoir le défunt. Ça peut se passer par exemple lors d'un enterrement. Tout d'un coup, on voit le défunt qui est là, qui regarde la cérémonie d'un air souvent paisible, qui est simplement là et qui disparaît très rapidement parce que ces expériences sont très très courtes. Ça dure quelques secondes, au grand maximum quelques minutes. Donc c'est une expérience vraiment très courte, mais très, très impactante. Donc voilà, dans la très grande majorité, il y a un message qui est perçu, un message personnalisé, quelque chose qui les concerne personnellement. Alors, que disent les défunts? Ils sont rassurants. Et ils disent, et c'est le message le plus courant, et je pense le plus impactant et le plus important pour les récepteurs, ils disent « Je suis en vie ». J'ai survécu à la mort de mon corps. Je suis en vie et je vais bien. Ça, c'est le message le plus important. Ensuite, ils disent aussi tu n'es pas seul, je suis avec toi. Je sais que tu es triste, mais il ne faut pas être triste parce que je vais bien. Et nous allons nous retrouver un jour. Ça, c'est très souvent, on entend ce genre de message. Il y aura une réunion possible plus tard. Donc, sors de ton chagrin. Ton chagrin m'affecte. Ça aussi, on entend souvent. Quand tu souffres, je souffre aussi. Donc, essaye de reprendre le cours de ta vie. Ne sois pas si triste. Je sais que je te manque. C'est comme ça. Il faut faire avec. Mais je vais bien. Continue ton chemin et un jour, nous allons nous retrouver. Donc, ça, c'est extrêmement rassurant. Ce qu'on entend aussi assez souvent, c'est un peu une réconciliation après le décès. Peut-être la relation était difficile, peut-être il y avait une dispute qui n'a pas pu être réglée à temps, et puis c'est culpabilisant bien sûr pour les endeuillés, quelque chose qui n'a pas pu être clarifié, qui n'a pas pu être réparé. Donc, si vous voulez, le regret ou les demandes de pardon vont dans les deux sens. Alors, on a pas mal de témoignages où les défunts s'excusent
pour un comportement qu'ils ont eu, où ils se sont mal comportés. Et c'est comme s'il y avait une évolution après le décès et que seulement après le décès, ils ont pu se rendre compte qu'ils ont mal agi et qu'ils présentent leurs excuses, ils demandent pardon. On a vraiment des témoignages tout à fait bouleversants dans ce sens-là, évidemment bouleversants pour le récepteur, qui peut après faire la paix avec la personne plutôt que de rester en colère. Et aussi, parfois, ça arrive assez souvent que, par exemple, le récepteur n'a pas pu aller à l'hôpital à temps, ou n'était pas présent quand la personne est décédée, ou voulait aller le voir et finalement ne l'a pas fait parce qu'il y avait des choses plus urgentes à faire et le regrette beaucoup. Alors là, on a pas mal de témoignages où les défunts disent simplement « tout est bien comme c'est ». Je vais bien, je comprends, voilà, on n'a pas pu se revoir une dernière fois, mais ne t'en fais pas, c'est pas un problème. Voilà, ce genre de messages sont assez courants. Voilà, donc les messages sont principalement vraiment des messages de réconfort, de consolation et l'affirmation ou l'information, qui peut être nouvelle pour le récepteur, qui ne croyait pas du tout avant, l'information que la personne a survécu à la mort de son corps. Pouvez-vous parler de votre livre « Le pays d'Ange » ? À qui est-il destiné ? Alors, Le pays d'Ange est destiné aux adultes, mais c'est l'histoire d'une jeune fille qui tombe gravement malade, qui doit aller à l'hôpital, subir des traitements lourds, qui est évidemment perdue, très angoissée, jusqu'au jour où elle commence à converser avec sa poupée Ange. C'est une poupée qui a été tricotée par sa grand-maman décédée, qu'elle avait beaucoup aimée. Elle lui avait tricoté cette poupée, qu'elle a évidemment pris à l'hôpital avec elle. Et cette poupée commence à lui parler et s'installe un dialogue sur plusieurs mois, lors desquels la jeune fille peut poser toutes ses questions, faire part de toutes ses peurs, de ses interrogations. Pourquoi je suis tombée malade? Est-ce que je vais guérir? Si je ne guéris pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Donc voilà, il y a un dialogue qui s'installe et la poupée, c'est un peu, s'appelle pas Ange pour rien, quoi. Voilà. Donc lors de ces conversations nocturnes, la question est discutée, est-ce que c'est possible de quitter notre corps et de rester quand même nous-mêmes, de garder notre identité, notre personnalité et de continuer à vivre son corps? Est-ce que c'est possible? Donc, est-ce que la survie de la conscience après la mort physique est possible? Et comment on pourrait s'imaginer ça? Donc, Ange a inventé un jeu, c'est le jeu de l'être absolu, où elle explique, voilà, elle trouve des moyens pour expliquer comment on pourrait s'imaginer de continuer à exister, de continuer à vivre sans son corps physique. Voilà, ça c'est rassurant pour la jeune fille. Elle commence petit à petit à perdre la peur de mourir et en même temps de se rendre compte qu'elle ne va pas survivre à cette maladie, que les traitements marchent d'abord mais après ne marchent plus, elle a une leucémie. Quand tout est perdu sur le plan physique, quand on se rend compte qu'on ne va pas survivre à cette maladie, que tout espoir est fini pour le corps, il y a une nouvelle sorte d'espoir qui peut émerger, l'espoir que nous allons survivre à notre corps et qu'il y aura quelque chose de merveilleux qui nous attend au moment de notre décès. C'est ça le sujet du livre, donc c'est l'accompagnement spirituel en fin de vie. Un autre élément très important, même je dirais central de cet ouvrage, c'est la description d'une expérience de mort imminente. Dans l'hôpital où elle est, il y a d'autres jeunes qui sont soignés et puis elle devient copine avec un jeune garçon qui subit un arrêt cardiaque et qui vit une expérience de mort imminente très, très complète, qui lui décrit dans une lettre très détaillée, très longue. Il lui décrit exactement ce qui s'est passé au moment où il a quitté son corps et puis toutes les étapes de l'expérience de mort imminente que nous connaissons bien maintenant aujourd'hui.
Voilà, donc il y a une description très très détaillée d'une expérience de mort imminente. Donc si vous voulez, en même temps, l'information vient un peu des deux côtés. Il a l'information de Ange, de sa poupée Ange, qui lui parle de la possibilité de la survie de la conscience. Et il y a l'expérience de Stan, le jeune garçon, qui a fait cette expérience de mort imminente et qui a vécu une expérience de mort imminente qui est absolument impressionnant, extrêmement riche d'informations. Et donc, elle a les informations des deux côtés et tout ça lui permet de finalement commencer à y croire. Oui, je crois que je vais survivre à la mort de mon corps parce que je vois bien que je ne vais pas guérir, mais il y a quelque chose de merveilleux qui m'attend après la mort, ce qui lui permet de mourir dans les meilleures conditions possibles. Donc, si vous voulez, c'est un ouvrage même un peu philosophique sous certains aspects sur l'accompagnement spirituel en fin de vie. Pourquoi avez-vous écrit ce roman alors que les témoignages récoltés lors de vos enquêtes sont déjà très parlants ? Ce n'est pas une question de crédibilité, c'est simplement parce que tout le monde ne lit pas des ouvrages scientifiques. Et encore moins des revues scientifiques, parce que nous publions quand même beaucoup dans les revues scientifiques, où nous présentons nos recherches, les résultats de notre enquête. Et voilà, et moi j'ai écrit plusieurs ouvrages scientifiques, évidemment. Pas si scientifiques, oui, bien sûr, parce que je présente les résultats de notre enquête, mais quand même illustrés avec beaucoup de témoignages, donc vraiment facile à lire. Mais c'est quand même pas un roman, voilà, c'est quand même un ouvrage scientifique. Mais tout le monde ne lit pas ce type de livre. Et tout le monde vit ces expériences. En tout cas, les VSCD, la moitié, un peu plus de la moitié de les gens vivent ça ou ils connaissent quelqu'un qui l'a vécu. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une bonne chose de... Bon, déjà, c'est très important de faire connaître les résultats de l'état actuel de la recherche. C'est très important que les gens soient informés et des expériences de mort imminente et des vécus subjectifs de contact avec un défunt. Pourquoi c'est important ? C'est important parce que nous pouvons tous vivre un VSCD, là pour parler plus précisément, spécifiquement des VSCD, nous pouvons tous vivre un VSCD un jour ou l'autre, ou nous pouvons tous connaître quelqu'un de notre entourage qui l'a vécu. Et c'est une bonne chose de connaître le phénomène. Quand on le vit, tout de suite, on peut vraiment profiter de l'expérience sans se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on a déjà lu, on a des témoignages, quelqu'un a écrit « J'ai pu pleinement profiter de mon expérience parce que j'avais lu un livre là-dessus. » Donc voilà. Et puis aussi parce que quand quelqu'un dans notre entourage le vit et nous raconte, plutôt que de dire « mais c'est pas possible ce que tu racontes, c'est impossible, on ne survit pas à la mort de son corps, donc personne ne survit à la mort de son corps, donc tu n'as pas pu percevoir maman, par exemple. Imaginons deux sœurs, il y a l'une des deux qui a vécu un VSCD avec la maman, l'autre non. Elle raconte ça à sa sœur, elle est toute enthousiaste et tellement heureuse d'avoir vécu ça. Et sa sœur lui dit, mais c'est impossible, tu t'es imaginé. Donc c'est douloureux pour les gens. Pour eux, c'est important et ils aimeraient le partager avec leurs proches et souvent l'accueil n'est pas très favorable. Donc si plus de personnes sont informées de ce phénomène, ils disent « Ah oui, mais je connais, j'ai lu là-dessus, oui, je sais de quoi tu parles, raconte ». Voilà, donc la réception, elle est vraiment pas du tout pareille. Voilà, donc je voulais vraiment faire connaître notre recherche, les résultats que nous avons récoltés de nos enquêtes au plus grand nombre, vraiment au plus de personnes possible. C'est vraiment très important pour moi, d'où l'idée aussi d'écrire ce roman, Le Pays d'Ange, qui parle notamment quand même des expériences de mort imminente et de l'accompagnement bien sûr en fin de vie, mais c'est vraiment important de trouver un moyen de donner ces informations aux gens de différentes manières, d'une manière plus scientifique, dans les revues scientifiques, dans les ouvrages scientifiques, mais également avec un roman. C'était ça la raison de ma démarche. Dans la préface de votre livre Enquête, Christophe Fauré explique la réticence qu'il a eue pendant longtemps avant d'accepter ces phénomènes. Comment expliquez-vous cette réticence ? La réticence, elle est effectivement là, c'est évident. La réticence, elle vient en fait d'une bataille qui est en train de se produire actuellement entre le matérialisme et le post-matérialisme.
il y a vraiment, avec de plus en plus d'intensité, je trouve, un affrontement entre ces deux écoles de pensée. Dans une vision matérialiste de la réalité, tout vient de la matière et rien n'est possible sans la matière. Donc, par exemple, la conscience, dans une vision matérialiste, elle naît dans le cerveau, elle est régie par le cerveau pendant la vie incarnée, mais quand on meurt, quand le corps meurt, la conscience s'éteint. Il n'y a plus rien qui existe après la mort, donc bien sûr les interactions entre les morts et les vivants est impossible. Donc les phénomènes liés à la mort, comme les VCD, les EMI, les visions au moment du décès, sont impossibles et il les nie, il dit que ce sont des perceptions erronées, ce sont des illusions, des hallucinations. Les gens ont imaginé avoir vécu ça, ils sont en deuil, ils sont déprimés, voilà. C'est juste du wishful thinking, comme on dit, voilà. Ils ont souhaité vivre ça, ils l'ont vécu, mais non, c'est uniquement dans leur tête. Dans une vision post-matérialiste, par contre, la conscience est première, elle est fondamentale. Elle est là avant la matière et elle survit à la matière. Donc la conscience, elle existe déjà, elle s'incarne dans un corps physique et quand ce corps meurt, la conscience est survie à la mort du corps parce qu'elle est première, elle est fondamentale. En fait, tout est mental. On pense que tout est matériel dans une vision matérialiste. Dans une vision post-matérialiste, on dit que tout est mental. C'est l'idéalisme moderne, c'est l'idéalisme métaphysique qui revient maintenant beaucoup sur l'avant de la scène avec cette idée que l'univers même est mental. Tout est mental, tout est conscience. Nous venons de la conscience, nous faisons partie de la conscience, nous sommes la conscience nous-mêmes. Et quand nous mourrons, nous restons dans cette conscience. C'est ça un peu en quelques mots, c'est plus compliqué que ça. Mais en quelques mots, c'est ça un peu la vision post-matérialiste, c'est que c'est la conscience qui est fondamentale et qui est première. Alors là, bien sûr, les interactions entre les morts et les vivants est tout à fait logique, parce que si la conscience survit à la mort du corps, c'est possible qu'il y ait un échange entre les morts et les vivants. Et c'est ça qui se passe pendant les VCD, qui semble se passer, lors des expériences de mort imminente aussi, où souvent les gens ils ont dit qu'ils ont communiqué avec des proches décédés, qu'ils les ont accueillis, qui étaient là, présents dans cette autre dimension, dans laquelle ils ont fait une brève incursion. Les visions au moment du décès, quand les gens sont vraiment très très proches de la mort, ils disent percevoir un proche décédé qui est là pour les aider à franchir le pas, pour les accompagner dans le monde spirituel. Ce sont des expériences aussi magnifiques qui enlèvent la peur de la mort, qui aident beaucoup les mourants à franchir ce dernier pas. Voilà, alors tous ces phénomènes ne sont pas explicables et donc niés par les matérialistes, mais sont tout à fait logiques et sensés vus depuis une perspective post-matérialiste. Maintenant, soulignons que le post-matérialisme, c'est une hypothèse, mais le matérialisme, c'est aussi une hypothèse. Rien ne prouve que ça se passe réellement comme ça. Donc, il y a ces deux écoles de pensée qui sont en train de s'affronter de manière assez intense depuis maintenant quelques années. Il y a beaucoup de recherches qui est faite aussi sur le post-matérialisme, qui lui peut tout à fait expliquer comment les VCD peuvent se produire, les EMI, les visions au moment du décès. C'est tout à fait cohérent, ça rentre dans cette hypothèse, dans cette vision, dans cette explication, ça rentre tout à fait, voilà, ça fait partie de cette conception-là, mais dans une vision matérialiste, évidemment, ces expériences sont impossibles et sont donc souvent niées. Alors vous dites que Christophe Forêt, lui, il a fait un long cheminement, il était sceptique comme le sont souvent les scientifiques, mais par tout ce qu'il a vécu dans son cabinet, tout ce qu'il a entendu de la part des personnes en deuil qui l'accompagnent dans leur processus de deuil et qui souvent ont eu des contacts spontanés avec un défunt, sont souvent des parents qui ont perdu un enfant et ils sont nombreux à avoir vécu
un contact avec leur enfant. Et donc Christophe, au fur et à mesure, qu'il écoutait les gens lui parler de leur expérience, et puis par ses lectures, par les discussions, il a maintenant vraiment changé son point de vue, et il est convaincu effectivement que les VCD se passent réellement, sont authentiques, et évidemment ça entraîne une vision plus post-matérialiste de la réalité. Vous dites dans votre enquête qu'une majorité de personnes avec une éducation supérieure sont sujets à des VSCD. Pourquoi ceux qui y croient le moins sont ceux qui en ont le plus ? Bon, ils y croyaient peut-être pas avant, mais une fois qu'ils ont fait l'expérience, c'est clair qu'ils sont convaincus. D'ailleurs, on a posé la question, et il n'y a que 1% qui n'est pas convaincu de la survie de la conscience après le VSCD. 1% seulement. Donc voilà, une fois qu'ils ont vécu l'expérience, ils sont convaincus que oui, effectivement, la conscience survit à la mort du corps. Oui, nous avons vu dans les questions démographiques que nous avons posées qu'il y a une surreprésentation des personnes qui ont une formation universitaire dans nos sondés. Alors, je pense ça n'a rien à voir avec le fait de vivre ou non un VSCD, on le sait, les convictions préexistantes n'ont aucun impact sur la probabilité de vivre un VSCD. Donc voilà, il se trouve que dans nos sondés, il y a une surreprésentation de personnes qui ont effectivement poussé les études assez loin, et une formation universitaire. Je pense que simplement, peut-être qu'ils n'y croyaient pas du tout avant, ils avaient peut-être une vision très matérialiste de la réalité, comme nous l'avons discuté tout à l'heure. Ils ont fait cette expérience, ils ont changé d'avis, maintenant ils sont sûrs que oui, effectivement, c'est possible qu'il y ait un contact entre les morts et les vivants, et ça entraîne la conséquence que, effectivement, la réalité n'est pas telle que je l'ai toujours pensée, elle n'est pas matérialiste. Tout ne s'arrête pas avec la mort, la conscience, elle est première, elle est fondamentale, elle survit à la mort du corps. Je l'ai vécu, donc maintenant j'en suis convaincue. Qu'avez-vous appris de votre propre enquête que vous n'imaginiez peut-être pas avant ? Alors ça a plutôt confirmé ce que j'avais soupçonné. Ça a peut-être encore approfondi ma conviction de l'importance de cette expérience pour les gens. Je pensais bien que ça comptait dans leur vie, mais maintenant on sait à quel point ça compte dans leur vie. Plus de la moitié des gens ont dit que ça a fondamentalement transformé leur vie. C'est quand même fort comme expression, que c'était life-changing, en anglais c'était life-changing. Et puis encore à peu près 40% ont dit que c'était très important. Donc on était à plus de 80-85% de gens qui ont dit que cette expérience était vraiment fondamentale dans leur vie. Ça, c'était intéressant. On pensait bien sûr que c'était important pour eux, mais à ce point-là, ça nous a étonnés. On a vu aussi l'impact sur le processus de deuil, à quel point ça les aide, à quel point c'est bénéfique pour leur deuil, d'être convaincu maintenant, vraiment avoir la conviction subjective certes, mais très forte que le lien, il est là, il continue, le proche, il est encore dans leur vie, il sait ce qui se passe, il veille sur eux, il est avec eux, il est à leur côté, il ne peut plus être là physiquement. Et ça, c'est une tristesse qui va rester pour longtemps et des fois pour toute une vie. Ces tristesses-là, elle existe, on n'y peut rien. La personne n'est plus là physiquement et ça, c'est extrêmement douloureux. Mais elle est là d'une autre manière, d'une manière transformée, d'une manière métamorphosée, mais le lien, il perdure. Et c'est ça sûrement l'élément le plus important pour l'impact que ces expériences ont sur le deuil. L'impact bénéfique, et voilà, ces expériences sont vraiment très très réconfortantes. Les changements aussi dans le système de croyance, ça on a maintenant beaucoup de données là-dessus, des données vraiment intéressantes. Ce ne sont pas des expériences religieuses, donc il y a un impact très minime seulement sur la religiosité des gens, mais ça double la spiritualité, donc il y a un fort impact sur la spiritualité des gens.
Ça change leur vision de la mort. Ils ont maintenant une autre vision de la mort. Ça change aussi la peur de leur propre mort. On a vu que 30% ont dit que la peur a diminué et 31% ont dit qu'elle a même disparu. Ils n'ont plus du tout peur maintenant de leur propre mort parce que maintenant ils sont convaincus qu'il y a une vie après la mort. Voilà, donc le système de croyance est très fortement affecté par ces expériences-là. Et ce sont des expériences vraiment, vraiment importantes pour les gens. Le partage est important pour eux. Il y en a qui préfèrent ne pas en parler parce que c'est très personnel, c'est quelque chose de très intime. Et ils veulent en quelque sorte le protéger en n'en parlant pas pour être sûr qu'il n'y a personne qui va essayer soit de ridiculiser un peu l'expérience ou de dire tu t'es imaginé ça, c'est pas possible. Donc voilà, ils le protègent, ils n'en parlent pas. Ça, ils sont assez nombreux. Et ceux qui en parlent, et ça c'est très bien reçu, et c'est aussi souvent le cas, que les gens disent simplement « Je suis vraiment contente pour toi que tu aies pu vivre cette belle expérience, c'est magnifique ». Ça existe tout à fait. Ou des fois le scepticisme des gens qui ne les croient pas et qui mettent ça sur le dos, donc de la dépression ou voilà, simplement de leur souhait de vivre cette expérience. Donc oui, c'est une expérience extrêmement importante pour les gens, ça, on l'a appris, on l'a compris, on le savait déjà avant, enfin on s'en doutait. Et effectivement, c'est confirmé que c'est très très important, que c'est très impactant et que ça change vraiment de manière durable aussi leur système de croyance. Ça, on le voit parce qu'il y a des gens qui ont vécu ça il y a 20, 30, 40 ans et ils nous disent « je m'en souviens comme si c'était hier et maintenant je suis convaincue qu'il y a une vie après la mort » et cette conviction-là, elle n'a pas changé sur les dernières décennies et ça vient vraiment de cette expérience que j'ai faite. C'était très court, c'était quelques secondes, mais ça a tout changé pour moi et voilà, maintenant ça a tout transformé. Maintenant je suis tranquille, j'ai plus peur de la mort ou j'ai beaucoup moins peur de la mort. Et je suis voilà, convaincue qu'il y a quelque chose après la mort qui m'attend. Donc je peux peut-être encore avoir peur du processus de mourir, ça des fois ils disent ça, j'ai encore peur du moment de mourir, mais j'ai pas peur de ce qui vient après, parce que maintenant je sais qu'il y a quelque chose qui vient après et que c'est merveilleux. Avez-vous, vous-même, vécu une expérience de la sorte qui serait à la base de votre intérêt pour ces manifestations ? Alors, pendant plusieurs décennies, donc, comme je l'ai dit, j'étais impliquée dans la recherche sur les expériences de mort imminente. Donc, j'étais déjà tout à fait, si vous voulez, dans le domaine des expériences liées à la mort. Après, et je n'ai pas fait moi-même une expérience de mort imminente. Après, tout naturellement, mon intérêt s'est porté sur les VSCD, donc sur les contacts spontanés avec les défunts. Et je n'avais pas vécu à ce moment-là moi-même, mais voilà, c'était comme une prolongation un peu logique de passer des EMI au VSCD. Et j'ai déjà écrit mon premier livre, qui était en fait mon 4e livre, mais mon premier livre sur les VSCD, avant d'avoir vécu moi-même cette expérience-là. Et puis après, mon papa est décédé, et là j'ai vécu des contacts avec lui, mais après avoir déjà écrit sur le sujet, déjà travaillé sur le sujet. Mais je fais partie de ces personnes qui n'en parlent pas, qui estiment que c'est quelque chose de très personnel et qui gardent ça pour elles-mêmes. Je fais partie de ces personnes-là. Mais oui, j'ai vécu plusieurs vécus subjectifs de contact avec mon papa. Oui. Est-ce que les enfants vivent des VSCD ? Les enfants vivent tout à fait les VSCD. Notre enquête était limitée aux personnes qui ont moins de 18 ans. Ça faisait partie du project design, comme on dit. Voilà, il fallait avoir 18 ans, mais il y a quand même quelques-uns, pas mal en fait, qui nous ont parlé d'un VSCD qu'ils ont vécu quand ils étaient enfants, qu'ils ont décrit dans le questionnaire qu'ils ont rempli. Donc on a quelques-uns de ces témoignages, mais ce n'est pas une enquête des VSCD des enfants,
Il y a d'ailleurs un projet, je ne peux encore rien dire de plus, mais il y a un projet pour étudier plus particulièrement les VCD des enfants. Mais nous savons que les enfants vivent ces expériences au même titre que les adultes et que le déroulement semble identique, la phénoménologie semble être la même. Peut-être l'interprétation est un peu différente, c'est un peu plus spontané pour les enfants, pour eux c'est naturel. Et ils ont dit, ah voilà, j'ai vu grand-maman hier, il est venu me voir la nuit dans ma chambre, j'étais très contente de le voir ou très content de le voir. On entend ce genre de témoignage, donc oui, les enfants vivent les VCD. Comment les scientifiques réagissent à votre enquête? Invitez-vous d'autres chercheurs à reprendre vos données? Bien sûr, nous encourageons la recherche dans ce domaine. Évidemment, nous souhaitons que d'autres chercheurs aussi fassent ce type d'enquête, ce qui est d'ailleurs le cas. Il y a quand même quelques chercheurs, surtout qui travaillent avec nous. Je vous ai dit qu'on collabore avec d'autres universités sur des thèmes particuliers, donc on met à disposition une partie de nos données et on fait un article ensemble. On travaille notamment avec une professeure de l'université de la Virginie. On a déjà fait 4 ou 5 publications avec elle, donc on collabore avec, et puis aussi avec une université allemande actuellement, donc on collabore avec d'autres universités. Bien sûr, on est très content quand d'autres chercheurs aussi font des recherches sur les VCD. Plus on a de données, mieux c'est, évidemment. Donc on encourage tout à fait et on collabore avec d'autres chercheurs. Je pense que les VCD commencent à vraiment intéresser beaucoup dans plusieurs disciplines. Les psychologues, bien sûr, mais aussi les physiciens quantiques qui sont très intéressés, pas que par les VCD, par toutes ces expériences liées à la mort, aussi les expériences de mort imminente. Aussi, la médiumnité intéresse beaucoup aussi, parce que ça va un peu dans le même sens. C'est aussi apparemment, visiblement, il y a des médiums qui peuvent établir un contact avec les défunts. Donc voilà, on est dans la même configuration. Donc tous ces phénomènes intéressent de plus en plus les physiciens quantiques qui s'intéressent au post-matérialisme beaucoup. Les psychologues, les philosophes aussi. Il y a pas mal aussi de travaux maintenant qui ont été faits dans ce domaine du post-matérialisme en général. Donc oui, je pense qu'il y a un grand intérêt des scientifiques. Il y a ceux qui sont réticents, qui sont vraiment matérialistes et qui restent dans leur vision de la réalité, qui ne vont pas changer d'avis, c'est leur point de vue et c'est leur droit. Et il y a quand même aussi beaucoup... selon les disciplines, selon l'âge aussi des chercheurs, je pense, pour les plus jeunes, c'est peut-être aussi plus facile de s'ouvrir à d'autres possibilités, de voir la réalité. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Le post-matérialisme est en train de faire des avancées vraiment remarquables et remarquées. Il y a des chercheurs comme Bernardo Kastrup, par exemple, qui est juste époustouflant. Il est vraiment beau. Donc voilà, il se passe énormément de choses et je trouve que ça avance vraiment à une rapidité maintenant qu'on n'avait pas avant. Ça va de plus en plus vite, il y a de plus en plus d'enquêtes, il y a de plus en plus d'études, il y a de plus en plus d'intérêt. Il y a beaucoup de conférences aussi depuis qu'on a eu le Covid, il y a beaucoup plus de conférences en ligne. Et puis voilà, tout ça, ça accélère un peu le partage des connaissances et c'est vraiment merveilleux. Donc je pense que nous sommes tout à fait maintenant tout près d'un changement de paradigme. Je pense qu'on en est plus loin là. Qu'à un moment donné, ça va basculer et puis la vision post-matérialiste va prendre le dessus et je pense que ça va arriver assez rapidement. Et là, ça change tout, parce que là, tous ces phénomènes sont expliqués, ne sont plus considérés comme paranormaux. Moi, je me bats beaucoup contre cette idée que ce sont des expériences paranormales, extraordinaires, voilà, inhabituelles, ésotériques, tout ce que vous voulez. Je me bats beaucoup là contre. Il faut normaliser ces expériences. Ce sont des expériences normales. Et c'est le post-matérialisme qui va normaliser officiellement ou plus scientifiquement, si vous voulez, ces expériences. Tout le monde ou presque a vécu une expérience ou un phénomène inexpliqué dans sa vie. Et pourtant, il existe comme une gêne à en parler. Oui, j'aime beaucoup comme vous dites ça, c'est tellement vrai. Vous savez, si la conscience est fondamentale,
et nous en faisons partie. Et si l'univers est mental, cette connexion, elle est là tout le temps. Mais nous n'en sommes pas conscients. C'est parce que nous avons cette connexion avec l'univers, dont nous faisons partie et qui est mental, que nous pouvons vivre ces expériences, soi-disant paranormales. Pas tous les jours, voilà. De temps en temps, nous avons, si vous voulez, un accès direct à ça et ça se manifeste. Et nous, on peut s'en apercevoir parce qu'on voilà, on le perçoit, mais la connexion, elle est là tout le temps. Nous ne la percevons pas et tout d'un coup, lors de ce qu'on appelle un phénomène paranormal, quel qu'il soit, on devient conscient de cette connexion, mais qui est là tout le temps. Certaines personnes semblent même avoir des dons particuliers pour établir des contacts avec ces dimensions. Oui, tout à fait, mais moi je pense que nous avons tous la capacité de ce channeling. Nous avons tous la capacité d'être en contact avec les défunts. Mais, par exemple, les médiums ont peut-être une sensibilité plus grande, aussi une expérience. C'est comme un entraînement, peut-être comme c'est avec toute chose. Plus souvent on le fait, meilleur on devient, je ne sais pas. Mais je pense que fondamentalement, nous avons tous en nous cette capacité d'avoir un contact avec cette autre dimension. Pourquoi? Parce que nous en faisons partie. Donc ça semble tout à fait logique. Seulement dans notre quotidien, dans notre conscience habituelle, nous en sommes pas conscience. Voilà. On en prend connaissance et conscience au moment où on vit ce qu'on appelle une expérience extraordinaire, un phénomène paranormal, etc. Mais la possibilité, elle est là tout le temps, latente. Potentiellement, elle est là, mais tant que nous ne l'activons pas, elle ne se manifeste pas ou elle se manifeste spontanément, par exemple lors d'un VSCD. Mais la connexion, elle est là tout le temps. Est-ce que les contacts avec des défunts nous renseignent sur le sens de la vie? Je ne sais pas s'ils nous donnent vraiment des renseignements là-dessus. Je pense ce qui est vraiment important dans les messages perçus par les récepteurs, c'est vraiment l'amour. Ce sont les émotions perçues de la part du défunt et ressenties de la part du récepteur lors du contact. C'est quelque chose de très très fort, quelque chose de très bouleversant et de très transformateur. Et donc d'un côté on a les émotions, de l'autre côté on a les informations qu'on obtient, des fois des informations inconnues. On a vu que dans 24% de nos participants, ils ont perçu des informations inconnues pour eux auparavant. Donc il y a l'émotion, il y a l'information, mais je pense que le message fondamental, et s'il y a un enseignement à apprendre, je pense que c'est celui de l'amour. Je pense que c'est le déclencheur. Pas dans tous les cas, parce que bien sûr, on a aussi les contacts avec des personnes défuntes inconnues. Là, c'est évidemment pas le lien d'amour qui a fait se produire l'expérience, évidemment pas. Et là, on ne sait pas du tout quel est le sens de ces contacts-là. Mais dans l'ensemble, sur l'ensemble de nos cas récoltés, je dirais que c'est vraiment l'amour, la sollicitude, la préoccupation du défunt qui fait que cette expérience se produit. Il veut dire à son proche en deuil, je suis là, tu n'es pas seul, je t'aime, je suis à tes côtés. Ne sois pas si triste, je suis avec toi. Donc c'est vraiment ce lien d'amour, d'affection, de préoccupation et de sollicitude qui est vraiment le message important de la part des défunts. Et en plus, évidemment, le plus important, le plus fondamental, c'est le message « Je suis en vie, j'ai survécu à la mort de mon corps ». Donc, s'il y a un enseignement à prendre de ces expériences, je pense que ce sont ces deux informations-là. Il n'y a pas de mort. Il y a quelque chose qui vient après la mort. La conscience est survie à la mort. La mort physique, bien sûr, oui, mais la mort n'existe pas. Donc ça, c'est le premier enseignement. Et le deuxième enseignement, je pense que c'est vraiment l'amour. Que c'est ça qui compte, c'est ça qui est important, c'est l'amour. Pourquoi s'incarner alors?
Mais je pense que nous sommes censés vivre cette expérience incarnée. Je pense que c'est ça. C'est ce que les grands enseignements nous enseignent. Ils disent, voilà, vous êtes là pour apprendre, pour progresser, pour faire cette expérience d'un être humain incarné dans un corps. Oui, je pense que c'est une expérience et un apprentissage. Je vois ça comme ça. Est-ce qu'un monde tel que celui des Thanatonautes de Bernard Werber est imaginable ? Je sais pas, moi je suis pas trop dans ce monde de la science-fiction, c'est pas mon monde à moi. Pour moi, c'est important de normaliser les contacts que les gens vivent. Aussi, par exemple, on parlait des enfants tout à l'heure. Des fois, les enfants qui vivent ces expériences, les VCD ou d'autres types d'expériences, on dit soit qu'ils ont peut-être un problème de psychose, donc affolement général et on va voir le médecin, etc. Ça arrive encore assez souvent. Souvent on dit ce sont des enfants doués, particulièrement doués psychiquement, ce qu'on appelle, c'était très à la mode aux États-Unis, les enfants indigos. Vous avez entendu parler de ça. Donc des enfants qui auraient des dons parapsychologiques extraordinaires. Tout ça, à mon avis, c'est pas du tout comme ça que les choses se passent, ce sont simplement des expériences que nous pouvons tous vivre, y compris les enfants. Donc pour moi, ce qui est important, c'est de normaliser ces expériences, notamment, voilà, si par exemple un enfant vit ça, que ce soit tout de suite clair pour tout le monde, la famille, les parents, de ne pas s'inquiéter. C'est une expérience normale qui peut se produire spontanément, c'est quelque chose de tout à fait naturel, de tout à fait beau, il n'y a rien de pathologique là-dedans, qu'il ne faut surtout pas s'affoler. Voilà, moi vraiment, ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est de normaliser ces expériences. Maintenant, après, pour tout ce qui est science-fiction, ce n'est pas mon domaine. Quel serait votre message principal ? Bon, déjà, je n'ai pas moi un message à transmettre. Je suis plutôt le porte-parole des gens qui vivent ces expériences. Et je pense que ce que les récepteurs diraient, ce serait écoutez-nous attentivement, ne nous ridiculisez pas, ne nous taxez pas de dépressifs. Écoutez-nous, nous avons des choses à vous dire, des choses que nous avons vécues qui sont importantes pour nous, qui étaient extrêmement belles pour nous, extrêmement marquantes. Écoutez-nous avec plus d'ouverture quand nous vous parlons de nos VCD. Merci.